Parlons paysage, patrimoine mondial, regard local. Un plan de paysage pour la chaîne des puits Faille de Limagne. Le paysage qu'on veut pas. Oui. Moi, le paysage dont je ne veux absolument pas, c'est béton. Alors moi, ce que je n'aimerais pas, c'est que la chaîne des puits devienne un parc à touristes. Ce que je ne voudrais pas, c'est que ce soit monofonctionnel. Les paysages que je ne veux pas, c'est des forêts de résineux plantés. Après tout le reste, si c'est un équilibre, s'il n'y a que du pâturage partout, c'est pas. Quel paysage je ne voudrais pas ici? C'est oui, la surconsommation. Surtout pas d'axes routiers importants. Il y a des choses que j'aime pas et si on peut faire en sorte qu'elles disparaissent, j'en serais ravi. Mais je ne vais pas faire l'ayatollah du beau pur et tout ça, quoi. Tout bouge, tout change. Voilà. C'est ce qui empêche le mouvement qui me choque le plus. Qu'est-ce que tu fais du coup comme métier et qui tu es exactement? Donc François Flipoto, donc moi je m'occupe de tout ce qui est développement environnement pour une entreprise qui s'appelle Pouzolan des Dômes. Et après tout le suivi des études faune flore, etc., relations locales avec les associations, etc. Moi je suis basée à Montlosier, à Maison du Parc à D'accord. Eda. Donc je suis garde nature, je m'appelle Kathleen Lajoie. Ouais, donc je suis Charles-Étienne Dupont. Mon métier c'est gestionnaire forestier professionnel. Eh bien, Voilà. donc moi je suis Pierre Boivin, j'étais chercheur CNRS au laboratoire Magmas et Volcans. Donc j'ai participé à l'inscription de la chaîne des puits Faille de Limagne au patrimoine mondial. Bonjour Delphine, je m'appelle Michel et en fait je suis éleveur de brebis dans la chaîne des puits, dans le site emblématique du grand site de France et de l'UNESCO. Bonjour Michel, je m'appelle Delphine. Je gère un hôtel et un restaurant avec mon mari à Eda. Donc on dit bonjour ou pas bonjour? Bonjour, je suis Marie, j'ai 43 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'habite le village de Pardon depuis 11 ans. Voilà, bonjour aussi, je m'appelle Renée et j'habite le village depuis un peu plus de 40 ans. Bien que ce village m'est très cher parce que je le connais depuis que je suis née. Alors, si vous n'êtes pas prêts, on a eu le clap, nous. Je m'appelle Cathy Le Serre et je travaille sur le secteur en tant que conseillère en immobilier et en même temps je suis résidente sur une commune juste à côté d'Olby, là où on se trouve. Bon, moi Nicolas Achard, je suis agriculteur juste sur le village d'à côté à Bravant. Et j'ai pour habitude de dire que je suis pas tout à fait né dans la crèche, mais presque. Voilà, puisque mon grand-père était paysan, mon père était paysan. Qu'est-ce que tu en penses de ce paysage du coup, toi qui est au contact du minéral au quotidien au final? Voilà, donc on est sur une ancienne extraction où on peut voir que la nature a repris ses droits au fur et à mesure. Moi quand je vois ça, je vois une action humaine en fait, presque un amphithéâtre naturel. Je vois aussi une nature qui est en train de s'installer et une nature qu'on connaît peu au final en chaîne des puits. Voilà, là on parle aujourd'hui, on est dans un cadre un peu particulier d'une forêt artificielle récente dans laquelle il faut essayer d'enclencher
une transition vers quelque transition chose de plus naturel, aller éclaircir petit à petit, finement, etc., pour que la nature reprenne un petit peu ses droits. En fait, souvent, nous, les gardes nature, on nous prend pour pour l'ensemble des agents du parc, on les prend pour des écolos, un peu extrêmes quelquefois, ou des faiseurs d'empêcher. C'est dommage parce qu'au final, l'homme a sa place dans ces milieux naturels. Et c'est vrai qu'on peut avoir le point de vue économique, le point de vue de loisir, le point de vue écologique, mais n'empêche qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut pas faire sans les trois, quoi. À chaque fois, on a eu des phases de production agricole ou d'élevage qui étaient tellement intensifs qu'il n'y avait quasiment plus d'arbres. Le siècle d'après, c'était l'inverse, il y avait des arbres partout. Et puis ça s'est alterné de siècle en siècle. Depuis le haut du Puy-de-Dôme, on voit la forêt. On a l'impression de quelque chose d'un peu cotonneux avec la cime des hêtres. Là, on voit des espèces de boules comme ça, de feuilles. On a presque envie de passer la main comme ça sur le paysage. D'une manière générale, quand on regarde une forêt, d'un point de vue biodiversité, on aime voir le bazar dans une forêt, on aime voir une diversité dans les espèces végétales, mais aussi dans les espèces animales. Et là, effectivement, le citoyen qui voit une grosse machine arriver et tout couper, et tout ça pour faire des petits billons qui vont faire de la palette, de l'emballage, etc. Enfin voilà, des produits industriels, ce qui est la vocation de ces forêts-là, à la base. Maintenant, aujourd'hui, c'est très difficile dans la chaîne des puits de couper un arbre. La forêt, elle vit. Il peut y avoir des arbres, des branches qui tombent sur des touristes. Et ça, il y a une méconnaissance de la forêt. Aujourd'hui, il ne faut pas couper un arbre. Désolée, il faut qu'on fasse un petit changement. Là, c'est l'exploitation qui abîme ce qu'il y a dessous. Ouais. Mais la forêt en elle-même, si vous allez sur la coulée, sur la chaire, quand on voit ça sans la végétation, on a les outils, le lidar ouais. qui nous montre ça. Ouais. C'est fantastique. L'exploitation actuelle, avec les moyens actuels, vient et nivelle tout ça. Et quel est le... Est-ce que vous prenez en compte du coup tout ce qui est réchauffement climatique? Parce que c'est vrai que ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être pas vrai demain. Après, on se rend compte que aussi il y a des plantes nouvelles qui arrivent et que ce qui ne poussait pas à certaines altitudes il y a 20-30 ans commence à pousser. Que les bois, les forêts progressivement régressent, disparaissent, que la terre s'assèche, qu'on perde au niveau de la végétation, de la flore, de la faune. C'est tout ça qui m'inquiète, quoi, et que je ne voudrais pas voir disparaître. On a bien vu pendant le premier confinement où personne ne sortait, où il n'y avait pas de déplacement aérien, où il n'y avait pas de fret, ou très peu, on a vu un impact énorme sur la pollution et sur. Oui, c'est vrai. Alors qu'avant, ils nous bassinaient en nous disant que c'était presque les vaches qui créaient trop de méthane, qui pétaient trop, que c'était à cause de ça. Moi, je suis très préoccupée par toute la crise climatique qu'il y a. C'est vraiment une préoccupation que j'ai dans ma vie. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, j'irais presque jusqu'à dire, qui me fait peur. Bon, moi, pour l'exemple, j'ai fait mon bilan carbone. Je sais pas si vous connaissez. Non. Pas du tout. Bon, c'est la mode en ce moment. C'est votre quoi? Le bilan carbone. Je trouve que l'hiver est beaucoup moins long maintenant. J'ai quand même un peu d'inquiétude sur le fait que ça va engendrer des problèmes au niveau, pas seulement au niveau agricole, mais aussi au niveau des ressources en eau surtout. L'eau sur la chaîne des puits Faille de Limagne, elle est particulière parce que tout le plateau des Dômes, en fait, on n'a quasiment pas d'eau de surface à l'exception de certains lacs. Et après, on va avoir des ruisseaux plutôt sur la faille qui vont ressortir en fait des nappes phréatiques. Clairement, en fait, l'eau, elle est sous terre. Avec la roche que l'on a, en fait, l'eau, elle s'infiltre. Il y a des ASA, des associations syndicales d'approvisionnement en eau. Donc c'était des villages qui s'étaient regroupés en associations pour s'emmener l'eau. On constate qu'il y a vachement moins de neige que par le passé. Et donc il va falloir se préoccuper de cette gestion de l'eau. Mais pour nous, elle est nécessaire et vitale pour nos animaux. Et bien évidemment, on est très 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 attentif. Et il faudra aussi que tout le monde prenne sa part de responsabilité. Et pourtant, on a aussi des conflits puisque pour beaucoup de touristes, qu'ils soient proches ou moins proches, quand ils regardent une brochure touristique,
la piscine. Et un des éléments clés, alors qu'on a quand même le lac, etc., mais ils nous disent oui, mais est-ce que dans le camping, est-ce que dans l'hôtel, est-ce qu'il y a un spa, est-ce qu'il y a une piscine? Tous ces étés particulièrement chauds, difficiles. On en rigolait un petit peu quand on était jeune, mais on disait c'est la neige. C'est le col pour passer l'école. Passer l'école, quand il y avait de la neige l'hiver, on disait c'est bon, personne vient habiter chez nous parce qu'on sait qu'ils ont peur de la neige, ils ont peur de passer le col l'hiver. Et bon, on n'a plus de neige. Est-ce que c'est un lien que vous avez fait? Alors il y a autre chose aussi qui est d'actualité pour le coup, justement en contexte périurbain, c'est les risques d'incendie. Là, ce n'est pas une forêt naturelle. Elle joue comme des formes géométriques qui sont surimposées à un relief qui est fait de courbes. Et évidemment, je suis très attentif parce que la chaîne des Puys, bien sûr, ce sont les volcans. Bien sûr, il y a des coulées. Bien sûr, il y a des volcans avec leurs formes, etc. Mais tout ça est occupé par l'homme. Non seulement il faut faire avec, mais elle est, je dirais, moi, de mon point de vue, consubstantielle. Après-guerre, il y a eu la déprise agricole, en fait, tout simplement. Il y a eu un moment où on s'est dit on va avoir besoin de bois, et notamment de bois d'industrie. Du pâturage aussi. C'est historique, et puis on a des savoir-faire, on a des bons fromages en Auvergne. Enfin, voilà, donc voilà, ça fait partie de notre culture. Et le pastoralisme, du coup, a vraiment repris avec le début du classement et choses comme ça? Ah, pas du tout. Quand vous disiez dans les années 50, ça s'est arrêté? Dans les années 50, il y a eu l'exode rural. Et puis l'abandon de l'élevage ovin, parce que ce qui est maintenu aujourd'hui en termes de pastoralisme, c'est grâce à certains éleveurs de moutons, notamment les estives collectives. Et puis moi je suis la seule éleveur de brebis sur Cessa, donc j'essaie aussi d'entretenir par tampon les zones encore qui sont du coup enherbées. Et c'est d'autant plus important que ça fait une variété de paysages. Et puis surtout, c'est avec le dérèglement climatique, pour nous les agriculteurs, c'est une ressource fourragère aux portes de nos fermes. Et puis après, il y a d'autres enjeux sur la faille de la Limagne, à mon avis, justement, sur la partie nord, c'est la châtaigneraie. Bonne question. Autour de Clermont, il y a eu la tradition, bon, je n'ai pas de précision très élevée, mais déjà du temps d'Henri IV, on offrait au roi qui venait à Clermont des fruits confits qui étaient faits à partir des vergers, des fruits qu'on ramassait, entre autres les abricots qu'on ramassait sur les coteaux autour de Clermont. Et donc la particularité de cette vigne, c'est que c'est quasiment la dernière. Enfin, c'est la dernière sur les coteaux de Chadra et c'est une des dernières de la commune de Saint-Saturnin. Au moment de l'inscription à l'UNESCO, il y a eu plusieurs étapes dans cette inscription. Et une des étapes, ça a été de demander justement d'exclure les carrières en exploitation à ce jour. Et c'est vrai que le mot carrière, on va dire que c'est souvent rattaché au terme mine, qu'on peut retrouver et tout de suite on pense à nos énormes mines qu'on peut trouver en Australie, en Afrique, etc. Alors que là, on est vraiment sur des petites exploitations. Il est certain que quand on passe au régime industriel, on attaque avec les moyens modernes, on est capable de raser un volcan. Donc ça a été les prémices de la création du parc des volcans qui a protégé ça. Pour toi, du coup, quand tu exploites une carrière, un volcan, tu abîmes le volcan ou tu modifies le paysage et tu le remodes?
Alors pour nous, on modifie le paysage. On a l'habitude de dire qu'on est là, on fait la bascule entre le temps avant, pendant l'exploitation et après. Alors les carrières dans la chaîne des puits, c'est un sujet, mais enfin, on est schizophrène. S'il n'y avait pas eu les carrières, alors on va parler carrières anciennes, mais la chaîne des puits est constellée de centaines de trous, de carrières, et s'il n'y avait pas eu ça, je veux dire, on ne connaîtrait pas ce qu'on connaît de la variété des roches, etc., etc. Et là, donc, du coup, on avait le botaniste Michel Frein et on avait aussi un architecte paysager qui nous a donc proposé du coup sur le modèle d'un cratère volcanique type Pariou, de pouvoir réaménager le site pour effectivement en fait recréer quelque chose qui existe dans la chaîne des puits, essayer de refaire une forme un petit peu similaire par la suite, quoi. Où l'idée est de dire ce grand trou, on va lui donner une forme plus ou moins conique qui va évoquer un cratère, parce qu'au moins on est au milieu des volcans, ça ne choquera pas, etc. Mais bon, ça relève du postiche. Enfin, oui. Donc ce paysage, il est économique. Il faut expliquer que la nature, en France, elle est organisée. Elle a été organisée économiquement. Donc ça ne s'est pas planté tout seul, sinon ça s'appellerait la jungle. Alors un paysage, d'abord, je dirais qu'étymologiquement, c'est d'abord le pays. Hein, c'est le pays et c'est ce qui fait son identité, le paysage. Donc c'est d'abord et avant tout un paysage lié à l'activité économique. On a une pression moindre en terres agricoles dans notre secteur. Dans notre secteur, il arrive plus à des exploitations, enfin des exploitants qui sont à l'âge de la retraite et que les exploitations sont pas reprises. Alors arrêter, c'est sûr que je vais arrêter très prochainement parce qu'il y a l'âge de la retraite qui va sonner. C'est un combat quotidien, c'est justement la transmission des élevages, de l'élevage en particulier. Alors voilà, il faut garder quand même une agriculture pour que ce paysage soit beau. Ou alors il faut qu'on soit les jardiniers de l'UNESCO. Là, nous sommes au pied des puits, du Puy de Dôme et de tout ce paysage qui est effectivement assez symbolique pour nous, puisque c'est le nom de notre département, que c'est un paysage qui est connu, qui fait partie de plein de cartes postales ou choses comme ça. Pour moi, surtout, ce qui me marque, c'est qu'on a du vert, on a de la verdure, on a des forêts, on a des prairies. Alors moi, ce paysage, c'est mon quotidien. D'abord, c'est mon lieu de travail. C'est le lieu de travail de la période estivale. En fait, sur ce territoire-là, donc ici on est au pied du col de Cessa et au pied du Puy de Dôme côté ouest. Donc cet endroit est emblématique pour les brebis, parce qu'il faut savoir que la chaîne des puits a toujours été entretenue par des troupeaux de brebis et où, bien évidemment, je rencontre plein de gens, plein de touristes, plein de Clermontois qui viennent. Donc on a beaucoup d'échanges, parfois un peu difficiles pour la conciliation des usages, dirions-nous. On a un espace qui est vu par certains comme un espace de liberté, un espace où on vient se promener. Il suffit de voir le nombre de voitures qui sont là malgré le temps qui n'est pas très favorable. Il suffit de regarder les personnes qui se baladent avec les chiens ou pas les chiens. Et du coup, effectivement, nous, on s'occupe de tous ces touristes, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient français, étrangers, qui viennent sur ce territoire pour le découvrir. Comment leur donner des indications, comment le protéger, comment leur donner des endroits à découvrir, mais voilà, tout en respectant peut-être la nature. La chaîne des puits, c'est vraiment beau.
Ouais. Si on regarde de chez nous, on est bien placé, nous. On est en hauteur, on est à 800 mètres. La chaîne des Puys, c'est formidable, quoi. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est vrai que c'est aussi un peu déroutant pour un touriste de se promener, de se dire « Ah mais c'est des parcelles privées, comment ça se passe ?» C'est un site classé, public, alors… C'est pas une pelouse, c'est de la ressource fourragère avec des essences, de la variété. On est sur une zone Natura 2000, donc un espace fragile en soi. Oui, mais il y a tellement de monde sur ce site que dans la matinée, les brebis, elles voient 25 à 30 vélos. Et puis s'il y a 15 chiens qui passent détachés dans la journée, et ben la brebis, elle ne mange plus, quoi. Donc on voit venir de nouveaux touristes et justement ils ont une vraie attente sur le côté pleine nature, découverte. Donc c'est intéressant notre échange parce qu'effectivement eux ils ont envie de se balader partout. Bah oui, en effet, sur un endroit qui est pâturé, il peut y avoir une fréquentation, il peut y avoir de la gestion forestière à proximité, il peut y avoir également des habitants qui viennent se balader parce qu'on parle souvent de tourisme dans la fréquentation, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même la métropole de Clermont qui est quand même à 20 minutes en fait, du site. Il y a des gens entre midi et 2 qui travaillent sur Clermont, ils viennent soit pour se balader, soit pour voler entre midi et 2 parce que c'est un site qui est assez caractéristique pour ça, c'est qu'il est proche de la ville. Et donc le sommet du Pariou est en train de redescendre petit à petit et le cratère c'est le même système, d'où la fermeture entre autres de certains chemins sur le Pariou ou sur d'autres volcans pour limiter cette érosion et cette fréquentation. Ces lieux-là, je trouve qu'ils ne sont pas assez protégés du fait du nombre de passages. Bon, est-ce que la carte postale, où en général on voit nos volcans, 100 personnes, etc., il y a des fois une déception de se dire finalement il faudra qu'on revienne sur une période peut-être plus calme ou choses comme ça, qu'il faut vraiment qu'on leur fasse découvrir les autres coins. Que certes il y a des grands sites comme nous à Eda où on a le Puy de Combe-Grasse, où on a d'autres choses qui sont beaucoup moins dans les magazines, choses comme ça, et qu'il y a plein de choses et que si du coup la population, que ce soit locale ou les touristes, vont un petit peu sur différents secteurs, je pense que du coup ça serait même pour tout le monde beaucoup plus intéressant puisqu'ils seraient sur d'autres espaces. C'est la problématique, c'est que ce site, il est déséquilibré aussi sur l'ensemble du territoire. Mais il y a aussi toute la faille de Limagne ou la montagne de la Serre qui sont... la montagne de la Serre qui a un relief inversé, mais actuellement, d'un point de vue touristique, il y a peu d'intérêt. La faille de Limagne, c'est la même chose. Et les locaux, à part ceux qui habitent vraiment à proximité de ces secteurs-là, il y a personne d'autre qui va les voir. Même si on habite Clermont, qu'on voit ce bandeau forestier qui est juste en dessous des volcans, on ne se rend pas compte de ce qui s'est réellement passé géologiquement. Notre habitude, en fait, c'est de prendre un sac à dos, un goûter, et puis de s'en aller, quel que soit le lieu, surtout de ce côté. Ça peut être amélioré encore. Justement, au-dessus de l'avenue thermale. Au-dessus de l'avenue thermale, le parcours aussi... En descendant de la fond de l'arbre, on vient sur la crête, on vient vers Châtelet. L'ancienne voie romaine. Ouais, l'ancienne voie romaine, et qui peut être mis en valeur au niveau touristique. Le pastoralisme, alors ça je pense que c'est quelque chose qui est très très peu connu. S'ils viennent aussi en Auvergne et sur la chaîne des Puys, c'est aussi le côté local, c'est le côté producteur, c'est le côté agriculture qui plaît pour se dire c'est encore un paysage nature. Ils sont tous très très friands des produits locaux. Dès que j'arrivais à Nadaya avec mes parents, la première des choses qu'on faisait, je me rappelle que mes parents commençaient à allumer le vieux fourneau, qui fumait. Et moi pendant ce temps, je prenais mon broc, d'ailleurs que j'ai encore, et j'allais chercher l'eau au lavoir. Avant on allait laver, les anciens allaient laver, le linge, tout ça, c'est discuter au lavoir, ça racontait les petits potins du village. C'était pas trop mal non plus. Donc ce four à pain, il a été restauré et il sert toujours, heureusement d'ailleurs. Et on fait des petites fêtes, au moins 2 par an si c'est pas 3. Ah oui, quand même, d'accord. Autour du four. Oui, et on a allumé le four, on a fait du pain. Chacun a amené ses pizzas, tout ça. Ça se reproduit au niveau du lotissement, quoi. On se connaît tous, on fait des apéros. Voilà, c'est... Nos anciens extrayaient des pierres à côté de chez eux, ont construit
des villages, etc. Ce qui fait aussi la diversité de tous les petits villages en fonction des territoires, des régions. Mais dans nos façons de construire de demain, tout ça, on va redonner du sens à tout ça avec une logique de proximité. Ça évoque quand j'étais jeune, on jouait à cache-cache. On se cachait par là. Puis les vieilles pierres, moi j'adore les vieilles pierres. Il y a beaucoup de vieilles pierres ici et c'est formidable. Je pense que c'est important que de toute façon on ait ces échanges-là en interprofession. Parce que même le boulanger du coin, quand l'été il vend plus de pain, parce qu'il y a du touriste, parce qu'il y a le camping à côté, ou parce que tu as des clients et que tu vas chercher plus de pain, bah voilà, on est tous liés quoi. Donc on a tous oui, si on s'entend bien, on doit pouvoir lier nos efforts pour capter plus d'économies. Bon, alors, comment on fait? Alors moi, si on veut prendre les réseaux sociaux, ce que moi j'aimerais, je rêve de ça moi depuis, mais après c'est la mise en forme, c'est des panneaux digitales parce que du coup tout le monde est, voilà, on se lâche le truc là et d'un seul coup, pouf, il y a soit Michel qui apparaît, soit Delphine, et puis on raconte une histoire, parce que les gens ils aiment bien qu'on raconte une histoire. Le paysage ici, on voit vraiment la rupture entre d'un côté l'urbanisation du bourg et de l'autre côté le domaine agricole. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour moi? La liberté de ce côté. Oui, oui, c'est ça. Et la contrainte de l'autre de ce côté. Ça, c'est ce que tout le monde veut. Ah oui, ben ça je m'en doute, ça c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Ben nous on y ferait même plus attention. Donc c'est ça là, c'est lui là-bas qui rend les choses hyper attractives aussi. C'est sûr. J'habitais à Clermont et je suis venue habiter à Nadaya. Je suis fait un retour aux sources quoi. On a eu en 75, on a eu envie avec mon mari et mes enfants, mes 2 enfants, à venir habiter à la campagne. À cette époque-là, je crois qu'il y avait beaucoup de personnes qui fuyaient un peu la ville. Bien sûr qu'il y a une pression immobilière, il y a une attractivité fortement importante sur ces communes rurales, semi-rurales qui sont à 30 minutes de Clermont-Ferrand. En fait, le développement de la métropole s'est fait toujours dans la Limagne. Oui. Et sur ces dernières années, moi j'ai un petit peu un indicateur de départ. Ce développement, il se fait sur la façade ouest et non plus sur l'est. Oui. Parce que la Limagne, elle a été concernée. Hein. Ça a doublé. Oui. En 11 ans, ça a doublé. Oui. Donc les gens, voilà, les gens qui étaient comme nous, bah maintenant, ils ont même plus... ils sont attirés, ils ont les mêmes envies, je pense, que nous, hein, de calme, de verdure. Et en fait, ils n'arrivent même plus à venir chez nous, en fait. Hein. Ils vont à Holbein et Bouzard parce que chez nous, c'est même trop cher. Quoi. Ça monte par là-haut maintenant. J'ai pu entendre des gens qui disaient ouais, il y a trop de nouveaux habitants, il y a trop de gens qui viennent de Clermont. Oui. Et du coup, ça a redonné vie, nous, un petit peu au comité de village, quoi. Et oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a eu un ça peu de a sang donné neuf, un quoi. peu de vie. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Bon, nous, on ressent, en tant qu'agriculteur, on ressent une certaine pression immobilière par rapport à la vente de terrain. On voit beaucoup plus de maisons, de maisons individuelles en construction ou toutes récentes. Voilà, on voit que les terres agricoles diminuent. Ceci dit, effectivement, je vois que ce balcon que représente la faille de la Limagne, de mon point de vue, c'est un peu comme le littoral.
Après, ça attire d'autres et on est maintenant dans une phase où on construit des immeubles. Le problème, c'est ça, avec la cohabitation. Et voilà, les nuisances, c'est les odeurs, c'est... Si on choisit de venir habiter dans des secteurs comme ça, et croyez-moi, je le passe délicatement à certains de mes clients, mais je passe le message, c'est accepter qu'il y ait la mouche, c'est accepter le crottin sur le... Ben oui. Voilà. Parce qu'on est complètement dépendant et du transport, de la voiture. Et de la voiture. C'est la surtout. voiture. De la voiture. Parce qu'il n'y a aucun transport en commun, ou très peu. Quoique, on a le petit transport à la demande, là, mais c'est pas grand-chose. Il y a bien aussi le covoiturage, mais je ne sais pas si c'est bien pratique, ça. Le covoiturage. Moi, je fais du covoiturage avec un collègue. Les défis par rapport au transport, le défi, c'est comment des gens qui viennent habiter ici, il leur faut 2 voitures pour faire 2 déplacements à Clermont, au prix du gasoil, des assurances et tout ce qui s'ensuit, il faudra vraiment trouver une solution. Ce que nous, on a fait, c'est un peu le rêve du Français moyen. On a fait notre maison avec notre terrain. Jardin autour. Et pour nous, c'était inconcevable que, par exemple, d'acheter une maison de bourg, typiquement, quand on cherchait, il y en avait. Qu'est-ce qui était recherché? C'était pas la maison à étage avec son voisin à côté, la mitoyenneté. Hein. C'est l'ancienne longère, la grange à côté. C'est ça, hein, en fait. Hein. C'est difficilement viable, on va dire, si on prend d'un point de vue artificialisation des sols, si on prend le devenir en fait du territoire, ce que nous on a fait, je pense que ça n'a pas d'avenir. Faut qu'on change ce rêve moyen, du français moyen. Pourquoi l'étalement urbain avec du contemporain? C'est parce qu'aujourd'hui, et c'est de pire en pire, les normes énergétiques et les coûts de rénovation sont tellement phénoménaux que les gens ils finissent par dire bon, ça va bien, hein, on fait construire maison toit terrasse et puis la maison en pierre du coin, et ben on la laisse tomber. Et c'est vrai que je pense que l'habitat un peu du futur, en tout cas vers lequel il faudrait peut-être tendre, c'est un peu genre les écolieux qu'il peut y avoir. On voit certaines fois des grandes bâtisses où il y a plusieurs appartements, où on essaie en fait d'avoir une vie beaucoup plus locale, on va dire. Ouais, moi je me dis que ça habiter peut être... tous ensemble et qu'il y ait des jardins partagés ensemble. Voilà, pourquoi pas, les jardins partagés. C'est ce qui se fait un peu maintenant pour les personnes âgées. Ouais, un voilà, peu. mais pourquoi pas pour toutes les... Parce que ça me fait penser à ça, mais je sais pas. La distribution d'eau potable, les réseaux d'assainissement, les réseaux électriques, la consommation électrique. Le nom d'étalement urbain, c'est aussi fait pour ça, ça. Hein, maîtriser ses dépenses publiques. Hein. Tout à fait. Il faut arriver à trouver un équilibre. C'est ça. Comme quoi, il faut vraiment que tout le monde soit autour de la table pour comprendre les enjeux et chacun pour se dire alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on arrête parce que sinon... On va cramer Moi, là.